Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonjour Bernard. Bonsoir Thierry. Comment allez-vous Bernard? Écoutez, je vais très bien, malgré ces petites contraintes et ce confinement pour la France et cette sorte de confinement pour ici au Portugal. Donc malgré tout ça, ça va bien, ça va bien. Bon, écoutez, génial. Donc c'est l'heure de Parlons Patrimoine. On va se retrouver tout de suite avec vos invités. Quel va être le thème du jour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, on a deux invités spéciaux. On a Hervé Droquefeuille d'1, 2, 3 Investment Manager et on a Gilles Dian d'Opéra Galerie. D'accord. Donc là, vous êtes prêts? Je sais que la semaine dernière, vous avez poussé un petit peu un coup de gueule. Donc c'est bien, ça a fait du buzz en tout cas sur les réseaux sociaux. Bernard, on vous laisse démarrer cette émission qui va durer 1 heure et demie. Et on le sait, on va avoir de nombreux thèmes très intéressants et que l'on retrouve bien entendu chaque jour de la semaine maintenant sur la French Radio et tout particulièrement sur les réseaux sociaux. On essaie de découper en même temps l'émission, on la met dans son intégralité, si possible le lendemain ou le surlendemain. Puis ensuite, on la découpe pour donner le meilleur de l'émission et on sait que c'est de plus en plus écouté. Donc, j'en suis tout à fait ravi. Bernard, c'est à vous. Eh ben, moi aussi, j'en suis ravi et c'est une bonne nouvelle. Bonsoir, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver et de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. Il y a quelques jours, Paris a décidé un nouveau confinement et Lisbonne lui a emboîté le pas avec une forme plus douce et moins restrictive. Avant de commencer mon édito, une phrase de Goethe qui me semble particulièrement adaptée à la situation me vient à l'esprit. Je vous ordonne d'espérer. Ne perdez pas espoir, nous allons vaincre cette maladie. La bourse a entamé, il y a quelques jours avant la décision du confinement, un mouvement baissier, sanctionnant comme à l'accoutumée depuis le début de la crise, en premier lieu les valeurs dites value, les cycliques et les bancaires. En mars dernier, je prévoyais une seconde vague de baisse en expliquant que l'onde de choc était si forte qu'elle ne pouvait se traduire sur les marchés par un seul mouvement baissier, aussi violent fut-il. Est-ce le début de cette seconde vague? Je ne sais pas. Peut-être David, s'il veut commencer, et puis ensuite, on retrouvera Bernard, bien entendu. Et la semaine dernière, le tableau était bien noir ou plutôt bien rouge, puisque les indices, qu'ils soient américains, qu'ils soient sur la techno, que ce soit les GAFA, les FANG, etc., tout ça, c'était dans le rouge avec la pire semaine enregistrée depuis 5 mois. Donc, la semaine dernière, les marchés, donc aux États-Unis, ça fait -6, en Europe, ça fait -7,5%, donc c'est des mouvements de forte amplitude. Et tout ça, alors dans un mélange, bien entendu, c'était la crainte du reconfinement qui a quand même plombé l'ambiance. Le sujet, bien entendu, toujours des inquiétudes au sujet des élections américaines, qui avec toujours une forte incertitude. Et là, aujourd'hui, rebond. Alors pour le moment, c'est un rebond technique, rien de plus, même s'il y a quand même eu un petit lot de bonnes nouvelles. Et on va quand même les citer. Tout d'abord, au niveau des indices d'activité. Donc sur les marchés, il y a les indices d'activité, donc l'activité manufacturière, l'activité industrielle. On a eu des indices qui sont sortis au-delà des attentes, avec des niveaux assez élevés aux États-Unis et en Europe. Donc tout cela déjà a rassuré. Alors bien entendu, pour avoir une image globale de l'activité, il va falloir attendre les indices qui parlent au niveau de l'industrie des services, en plus pour compléter le tableau donné par les indices sur l'activité industrielle. Mais globalement, pour le moment, les nouvelles sont plutôt bonnes. La semaine dernière, il y a eu un événement également qui était important. On a eu une réunion de la Banque centrale européenne. C'est une réunion dans laquelle on n'attendait pas grand-chose. Et pourtant, là, maintenant, avec le temps qui passe et on commence à digérer un petit peu toutes les informations qui ont été données pendant cette réunion, il est très, très clair maintenant que la Banque centrale se prépare à agir. Donc, pas en novembre, puisqu'elle n'a rien annoncé la semaine dernière, mais en décembre. Alors, pourquoi attendre décembre et surtout pourquoi préannoncer qu'elle va agir? Tout simplement parce que d'ici là, il va y avoir deux éléments qui vont être très importants.
Pour l'Europe, avant tout, les négociations sur le Brexit, puisque lors de la réunion de décembre de la Banque centrale européenne, on en saura beaucoup plus sur les tenues des négociations sur le Brexit, savoir si c'est un Brexit dur ou pas. Et le deuxième point, bien entendu, ce sont les élections américaines. Là encore, donc on n'est pas là pour prédire qui va être président au cours des élections, mais ce qui est clair, c'est que l'avance de Joe Biden sur Donald Trump a l'air de se stabiliser, mais elle s'est quand même sensiblement réduite dans les états pivots par rapport à Donald Trump. Et encore une fois, ce n'est pas que l'un ou l'autre gagne les élections qui sera le problème. Le problème, c'est en cas d'incertitude et en cas surtout de contestation. Et donc ça serait vraiment le scénario noir. Si on a des résultats avec 50, quelque chose, là, on peut s'attendre à des recomptes de voix et peut-être, bien entendu, des mouvements dans les rues. Et ça, c'est vraiment la chose qui fait peur au marché. Bien entendu, on déteste l'incertitude dans nos métiers. Donc, après le pic de volatilité de la semaine dernière, un rebond, une tentative de rebond. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a repris 2%. On en avait perdu 6 la semaine dernière. La chose qu'il faut voir et qui peut nous rassurer à moyen terme, c'est que les prévisions de bénéfices des entreprises sont en train de se redresser. Donc, les analystes financiers, globalement, commencent à nous dire que dans 12 mois, les bénéfices des entreprises seront supérieurs au niveau où ils sont actuellement. Et là, bien, ça vient d'étendre les valorisations des marchés et nous rassurer donc à moyen terme. Mais la grande actualité, et ce que tout le monde regardera cette semaine à très court terme, c'est bien entendu le résultat des élections américaines. Merci David. Alors, on a été un petit peu bousculé avec ma rupture de liaison. On va voir si… non, je vais reprendre mon édito. Donc, mon édito sera en numéro 2 et ne sera pas au début. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver et de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. Il y a quelques jours, Paris a décidé un nouveau confinement et Lisbonne lui a emboîté le pas avec une forme plus douce et moins restrictive. Avant de commencer mon édito, une phrase de Goethe qui me semble particulièrement adaptée à la situation me vient à l'esprit. Je vous ordonne d'espérer. La bourse a entamé, quelques jours avant la décision du confinement, un mouvement baissier, sanctionnant comme à l'accoutumée depuis le début de la crise, en premier lieu les valeurs dites value, les cycliques et les bancaires. En mars dernier, je prévoyais une seconde vague de baisse en expliquant que l'onde de choc était si forte qu'elle ne pouvait se traduire sur les marchés par un seul mouvement baissier, aussi violent fut-il. Est-ce le début de cette seconde vague? À en croire David, peut-être pas. Comme vous, je ne connais pas l'avenir et malheureusement, je ne peux vous dire si les marchés vont continuer à baisser. Je ne peux même pas vous dire si l'élection de Trump ou de Biden fera monter ou baisser les marchés. En revanche, la crise est là et elle s'aggrave chaque jour. La fermeture de beaucoup de commerces, des restaurants, des bars, des théâtres et de tous les commerces jugés non essentiels et l'effondrement de l'industrie du tourisme vont réduire l'activité. Aucune mesure du gouvernement ne pourra venir remplacer ces pertes. On entend déjà que le remboursement du PGE, prêt garanti par l'État, va être repoussé. Preuve qu'il n'a non seulement pas rempli son rôle d'aider à surmonter le premier confinement, mais au contraire, il a dégradé l'état de solvabilité de nos entreprises. J'ai bien peur que la nouvelle stratégie du gouvernement soit de mettre pansement sur pansement en attendant un vaccin ou un traitement efficace. Le problème est que la découverte d'un vaccin, que de manière contrariante, je crois, assez proche, ne sera pas le top départ du redémarrage de l'économie, mais le top départ de sa convalescence. Que devons-nous faire? L'avantage, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, est que même si nous vivons pour la plupart d'entre nous notre premier confinement, nous avons l'habitude des crises. Et même si la particularité de celle-là est d'avoir été déclenchée par nos gouvernants, elle va maintenant ressembler aux autres. La première chose est de ne pas avoir peur et de bien comprendre qu'aucune tempête ne dure éternellement. La seconde est de conserver un niveau de cash élevé. Un proverbe boursier dit qu'il ne faut jamais essayer de rattraper un couteau qui tombe. Rien ne presse, et cela ne sert à rien d'essayer de deviner le moment du redémarrage. Il sera toujours temps de prendre le train en marche. La troisième est de scruter les opportunités. Et là, je dois avouer que j'ai raté la forte envolée des valeurs technologiques américaines dès la mi-mars. Mais il y en aura d'autres. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec une crise qui déprécie la valeur des actifs est que pour la plupart d'entre eux, ils remonteront. L'effet sera un peu comme celui d'un ressort que l'on compresse. Plus il sera compressé fort et violemment, plus il rebondira. Cela peut prendre du temps. Et plus l'actif baissera,
plus cela deviendra stressant. Et il est toujours plus difficile de réfléchir et de prendre des décisions dans ces moments-là. Malheureusement, certains actifs ne remonteront pas. Je n'ose pas dire jamais, mais je ne suis pas loin de le penser. Les exemples du passé sont Eurotunnel, Orange, l'ex-France Télécom, Vivendi, Alcatel. Et là, je ne parle pas de faillite. Les sociétés qui sont à surveiller sont celles où la crise risque de changer le paradigme. Les deux premières qui me viennent à l'esprit sont Total et Unibail. Unibail, le commerce de détail en général et les centres commerciaux en particulier ont subi de plein fouet le confinement et la crainte de contamination. Une question légitime à se poser est de savoir si cette société va repartir une fois le virus vaincu. Encore une fois, je ne connais pas plus que vous l'avenir, mais je pense que oui. Car même si le commerce évolue et que les centres commerciaux de demain ne seront plus ceux d'aujourd'hui, ils continueront d'avoir toute leur place dans le futur. De plus, leurs emplacements sont le plus souvent stratégiques. Et il y a une maxime très connue des professionnels de l'immobilier qui dit en immobilier, il y a trois choses importantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Total, un des fleurons de l'industrie française qui perd 50% depuis le début de l'année, ce n'était jamais arrivé. Et en 2008, la société avait baissé de 31%. La crise de 2008 était, je vous le rappelle, très très forte. Le pétrole aura moins sa place dans le monde de demain, mais Total a commencé à se développer dans les énergies nouvelles, non polluantes, depuis longtemps, et la société saura se réinventer. D'autant plus qu'elle en a le temps et que les changements, même s'il a déjà commencé, ne se fera que sur le long terme, voire même le très long terme. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on utilise encore du charbon. L'industrie de l'hôtellerie et du logement dédié aux touristes, Airbnb, avait été ultra financiarisée et la situation est catastrophique. Dans ces investissements, le problème principal qui va se poser est la dette ainsi que la durée des investissements. Ceci est un autre débat que je traiterai une fois prochaine. Et maintenant, je vais donner la parole à Hervé de Roquefeuille d'un de 3IM qui nous a rejoint. Hervé, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Bernard. Bonsoir Hervé. Nous avons… Vous m'entendez bien? Ouais, ça y est, super. On vous entend bien, la connexion s'est stabilisée. Nous avons été un peu bousculés la dernière fois et comme prévu, nous revoilà. Avant de parler d'un de 3 Investment Managers, je voudrais savoir comment se passe la commercialisation du fonds Entreprise France 1 de la BPI, de la banque. Alors, il y a eu un départ tonitruant, j'ai envie de dire, parce que quand vous avez effectivement comme premier ambassadeur, j'ai envie de dire, le ministre de l'économie, mécaniquement, vous avez une résonance un peu plus importante. Et puis, voilà, là, ça continue. On continue à avoir ce flux de souscriptions. Ça s'est un petit peu calmé, il faut l'avouer. Après, la période est compliquée, mais le fait d'avoir une souscription 100% dématérialisée, digitalisée, nous permet de continuer à travailler sereinement et faire continuer à travailler nos partenaires. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. 1-2-3 Investment Manager, anciennement 1-2-3 Venture, est une société qui est spécialisée dans la distribution d'actifs non cotés. Au début, très orientée dans les produits de défiscalisation comme les FIP, FCPI et autres produits d'IDSF, puis vers des offres non défiscalisantes. Parlez-nous un peu de cette évolution. Alors effectivement, il y a 20 ans, quand on a créé la société, l'objectif c'était de démocratiser l'accès à la classe d'actifs du non-coté qui, pour rappel, a toujours été réservée, on va dire, soit à une clientèle très fortunée, soit à des grandes fortunes ou des institutionnels. Notre objectif, ça a été vraiment de la démocratiser et on s'est rendu compte que le fait qu'il y ait un motivateur fiscal à l'entrée permettait de faire découvrir la classe d'actifs aux épargnants français. Ce qui a été le cas, bien évidemment, pendant ces 15 dernières années, où il y a eu effectivement la possibilité de réduire soit son ISF pour ceux qui le payaient, soit son impôt sur le revenu, en investissant effectivement dans des produits fiscaux. Ça, maintenant, c'est un temps qui est révolu ou quasi révolu. Et aujourd'hui, ça a permis de faire connaître la classe d'actifs aux épargnants français qui cherchent de plus en plus des solutions un petit peu différenciantes par rapport à des choses traditionnelles qu'ils ont par ailleurs, que ce soit l'assurance vie, de l'immobilier, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette offre de diversification patrimoniale à travers des FCPR, comme notamment celui de BPI France, mais on a également d'autres, trouve écho auprès des investisseurs privés qui sont en recherche de rendement, de support décorrélé des marchés financiers. Et c'est vrai que ça trouve, on va dire, un bon écho auprès des épargnants français qui voient dans cette classe d'actifs une décorrélation et un rendement qui peut être extrêmement intéressant.
en contrepartie, bien évidemment, d'un risque afférent. Très bien. Et si vous deviez aujourd'hui nous définir exactement le métier ou les métiers d'un E3IM, que nous diriez-vous? On est tout simplement un investisseur au service d'entrepreneurs d'un côté pour les accompagner dans leur stratégie de développement. Donc, on va accompagner des spécialistes dans leur secteur d'activité, dans les accompagner dans leur stratégie de croissance externe pour racheter, par exemple, comme vous le savez, peut-être on finance pas mal les métiers de la dépendance santé, notamment le secteur des EHPAD, donc des maisons de retraite médicalisées. Et ben, on va accompagner un acteur qui en gère à peu près 30 aujourd'hui. On va l'accompagner dans sa croissance externe pour acheter le 31e. C'est typiquement le genre d'investissement et de travail qu'on fait. Donc, on vient en soutien de ces opérateurs-là pour les accompagner dans leur développement. Deuxième volet, c'est côté investisseur, bien sûr. Côté épargnant, on vient leur apporter des solutions diversifiées, décorrélées des marchés sur des choses, des thématiques qu'on maîtrise depuis maintenant une vingtaine d'années. Parce que depuis une vingtaine d'années, un E3IM, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française. Alors, justement, vous êtes un peu des deux côtés. Vous êtes du côté entrepreneur et du côté investisseur. Tant les uns que les autres subissent le Covid et ses conséquences. Je parlais dans mon édito du stress que ça génère. Donc, au-delà de mauvaises affaires, de baisse de chiffre d'affaires, je pense que ça génère du stress chez l'entrepreneur et ça génère aussi, bien entendu, du stress chez les épargnants. Et j'entends souvent des épargnants beaucoup se plaindre. Comment est-ce que vous ressentez ça? On va commencer par les entrepreneurs. D'abord, sur tous les projets sur lesquels vous êtes investis. Je sais que vous êtes investi sur de l'hôtellerie aussi. Donc, là, l'hôtellerie a été touchée de plein fouet. Et éventuellement, d'autres projets où on entend que dans les EHPAD, il y a un grand nombre de décès, ce qui est assez triste d'ailleurs, et ce qui est vraiment assez malheureux. Et d'autres secteurs dans lesquels vous êtes. Faites-nous un peu remonter ces informations, s'il vous plaît. Alors, c'est tout à fait juste, Bernard. L'avantage, et ça c'est important et je commencerai par là, les bienfaits de la diversification. Un E3IM, c'est toujours voulu comme un investisseur multithématique qui effectivement évite, quand vous investissez sur une seule thématique et qu'elle est dans l'œil du cyclone, vous pouvez avoir de gros problèmes. Notre volonté, ça a toujours été, depuis 20 ans, d'investir sur un certain nombre de thématiques. Une de nos premières thématiques d'investissement, c'est effectivement le tourisme, avec notamment le financement d'hôtels et de camping. Et effectivement, sur cette thématique-là, même s'il faut la séparer en deux parce que l'impact est quand même nettement différent sur les hôtels que sur les campings. Sur les campings, ça se passe plutôt correctement. La saison s'est déroulée de manière relativement bonne. Finalement, il y a une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15%, mais uniquement liée au fait que les actifs n'ont pas pu ouvrir en avril au début de saison. Ils ont ouvert finalement qu'en juillet, donc ils ont perdu ces 3 premiers mois d'exploitation. C'est à peu près 10 à 15% de chiffre d'affaires. Le reste de la saison s'est passé très normalement. Et le fait qu'il y ait un reconfinement maintenant n'a aucun impact sur ces campings parce que la saison est terminée. Sur les hôtels, effectivement, on est très inquiet, pour être transparent. Hein. Encore une fois, le marché est très compliqué parce que vous n'avez pas une baisse d'activité, vous avez une non-activité. Et les retours à la normale ne sont pas prévus avant, faut pas se leurrer, avant les premiers retours, en tout cas, ne sont pas prévus avant la fin du deuxième semestre 2021. Donc, ce qui est effectivement très problématique. Alors, nous, on a un portefeuille qui est assez économique. On se positionne sur des 2-3 étoiles avec un mix de clientèle corporate et touristique, principalement de touristes européens. Et on pense que c'est une classe d'actifs, une classe d'étoiles qui va reprendre un peu plus rapidement que du 4-5 étoiles parisien, par exemple, ou avant de revoir des Américains, des Russes ou des gens du Moyen-Orient, ça risque d'être beaucoup plus long. Là où une clientèle européenne, une clientèle corporate va progressivement, une fois qu'on sera sorti un peu de tout ça, de nouveau se déplacer. Donc, on est effectivement vigilant sur ce secteur-là. C'est sûr qu'on a levé le stylo côté investissement sur la partie hôtelière. Mais sur d'autres parties, voilà, on a évoqué les campings, la dépendance santé que vous évoquiez, effectivement, les EHPAD, il y a des décès, mais il faut les remettre en perspective.
Les décès dans les EHPAD sont bien évidemment très tristes et très malheureux, mais par rapport au nombre de décès qu'il y a tous les ans dans les EHPAD, ça fait partie, il n'y a pas de hausse extrême, j'ai envie de dire, par rapport à une année classique de décès dans les établissements. Il y en a un petit peu, mais elle n'est pas si significative que ça. Et malheureusement, alors encore une fois, je suis obligé d'évoquer ça, c'est toujours un petit peu dur de parler de ça, mais l'avantage qu'on a sur cette thématique-là, c'est que malheureusement, quand il y a quelqu'un qui décède, il est quasiment aussi vite remplacé, parce que comme vous le savez, sur le marché des EHPAD, il y a des numerus clausus et il y a un manque cruel de lits, ce qui fait qu'on a des listes d'attente pour avoir accès à des lits dans les EHPAD. Et donc, malheureusement, quand il y a effectivement une personne âgée qui décède, elle est assez rapidement remplacée par une autre personne âgée. Donc, l'impact sur le business est quand même relativement faible de la crise sanitaire. Et nous, encore une fois, on le voit sur notre portefeuille, ça s'est plutôt bien passé. Sur l'immobilier, qui est une autre de nos thématiques, notamment la promotion immobilière, il n'y a pas d'impact en tant que tel sur les rendements pour l'instant, en tout cas aujourd'hui. Il y a un impact sur la durée, parce qu'effectivement, on s'était engagé sur des durées d'investissement de l'ordre de 3 ans. Le fait qu'il y ait ce confinement, il y a eu un arrêt des chantiers pendant 3-4 mois. Donc ça va être du décalage pour les investisseurs. On avait prévu des sorties potentiellement fin d'année. Ils vont décaler de 3-4 mois supplémentaires. Mais ça n'impacte pas aujourd'hui, en tout cas, les rendements des investisseurs, parce que les fondamentaux du secteur sont bons et c'est une thématique, encore une fois, sur laquelle il y a un peu à l'instar de ce qu'on a dans les EHPAD, il y a un manque cruel de logements en France. On n'arrive pas à rattraper le retard qu'on a et donc on pense que c'est une thématique qui est encore porteuse. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue, on va dire, entrepreneur. Les entrepreneurs sont, pour certains, très inquiets. C'est le cas des hôtels. Pour d'autres, plutôt optimistes. C'est le cas, encore une fois, de la dépendance santé, de l'immobilier, des campings. Et côté investisseur, parce que c'est aussi ça qui permet de rassurer un petit peu nos clients et vos clients, c'est que nous, on utilise quand même massivement aujourd'hui l'outil obligataire, la fameuse dette privée, qui permet quand même de nous protéger dans un contexte comme celui-ci. Et on est bien placé pour le savoir parce que nous, on est à la fois actionnaire dans certains hôtels et il y a d'autres hôtels où on est, par exemple, pour les hôtels qui sont très impactés, on est investi en obligataire. Le premier, quand il y a une dégradation d'activité, le premier qui va souffrir, c'est l'actionnaire. C'est lui qui va perdre en premier de la valeur. Et le porteur obligataire va mécaniquement pas en perdre tout de suite parce que la perte de valeur et la dégradation de valeur va être d'abord supportée par l'actionnaire. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien utiliser cet outil de dette privée qui permet de protéger un petit peu mieux nos investisseurs avec cette notion de ranking, j'ai envie de dire, avec la dette bancaire, la dette obligataire en troisième et puis l'actionnariat. Et quand ça va mal, c'est l'actionnariat qui va malheureusement souffrir en premier et nous, avec notre ligne obligataire, on sera un petit peu protégés. Donc, voilà comment on arrive aujourd'hui à rassurer un petit peu les clients. Un exemple est souvent plus parlant que des explications. Pourriez-vous nous donner l'exemple d'un produit en cours de commercialisation? Alors, on a notre 11e FCPR de dette privée, donc sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Corporate 2020, donc qui est un fonds diversifié d'obligations non cotées émises par des PME et ETI françaises, des PME et ETI matures, rentables, qu'on va accompagner dans leur développement. Donc, l'idée, c'est de financer une cinquantaine de sociétés sur les différents secteurs que j'évoquais en introduction, avec une échéance cible à 2026, le tout dans cette enveloppe fiscale du FCPR qui permet d'avoir une exonération d'impôt sur la plus-value. Et la petite nouveauté sur ce millésime 2020, entre guillemets, c'est qu'on a passé une convention de garantie avec le FEI. Là, on n'est plus BPI, on est FEI, donc niveau européen, le Fonds européen d'investissement, qui va permettre de couvrir jusqu'à 50% des éventuelles pertes constatées qu'on aurait sur le portefeuille. Ce taux devrait d'ailleurs s'étendre et augmenter à 70%. C'est ce qui est en discussion en ce moment à Bruxelles dans le cadre du plan de relance. Et voilà, ça peut être également quelque chose qui va tendre à rassurer un petit peu les investisseurs qui souhaitent se positionner sur la classe d'actifs avec cette fameuse convention de garantie qui s'appliquera ligne à ligne sur les investissements du fonds
1, 2, 3 Corporate 2020. Mais cette convention de garantie qui s'applique ligne à ligne, pour qu'elle s'applique, il faut que l'investisseur perde tout, ou si par exemple l'investisseur perd 10%, la banque viendra remplacer les 7, c'est-à-dire 70% des 10, ou c'est qu'en cas de perte totale qu'elle viendra apporter un remboursement? C'est sur les pertes constatées. D'accord. Donc, si l'entreprise qui a émis l'obligation vous rembourse que la moitié, vous avez perdu la moitié, sur la moitié, vous êtes remboursé à hauteur de 50 ou 70% en fonction de ce qui va être validé dans le cadre des discussions qui ont lieu en ce moment à Bruxelles. Aujourd'hui, le taux, c'est 50 et qui devrait être porté à 70. Et donc, ces pertes constatées, elles doivent être constatées par un dépôt de bilan, une liquidation, quelque chose de la sorte, ou ça peut être juste un accord et une renégociation de la dette parce qu'elle n'a clairement pas les moyens de rembourser la dette en l'état? Non, c'est un défaut de l'émetteur, tout simplement. Un vrai défaut. D'accord, ok. Bon. Alors, l'objectif, c'est bien évidemment d'essayer de ne pas activer cette garantie, vous en conviendrez, parce que même s'il y a cette protection, vous avez quand même perdu entre 30 et 50%. Ce n'est pas notre objectif. Historiquement, et c'est important de regarder un petit peu dans le rétroviseur, même si ça ne présage pas de ce qui va se passer demain, on a effectivement, sur nos précédents millésimes, un taux de défaut qui est à 0 sur nos FCPR obligataires de dette privée historiquement. Donc, on n'aurait jamais eu besoin d'activer cette garantie. En attendant, voilà, on sait que dans des temps un peu fragiles comme ça et compliqués et incertains, ça peut toujours être utile de l'avoir. Donc, on l'a mis sur ce FCPR Corporate 2020. Mais bien évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas l'activer et d'essayer que les entreprises nous remboursent au taux voulu et à l'échéance voulue lors de l'émission initiale. Très bien. Une dernière question. Et comme vous savez, on est sur une émission un petit peu franco-portugaise, en tout cas pour la communauté française au Portugal, et ainsi que pour les Français qui sont de métropole qui sont intéressés par le patrimoine et l'épargne. L'accès à vos produits est-il totalement libre pour les non-résidents ou y a-t-il des restrictions comme sur certains produits réglementés? Hervé, on ne vous entend pas. Il faut mettre le micro. Vous m'entendez? Voilà, ça y est, on vous entend. Excusez-moi. Non, le fonds est ouvert à tout investisseur privé qui souhaite se positionner bien évidemment dans une logique patrimoniale globale, parce que ça reste bien évidemment des véhicules à risque. Ça s'appelle un FCPR, un fonds de commun de placement à risque. Donc, il y a bien évidemment du risque, même si on l'a vu, il peut être maîtrisé. Et voilà, si ça correspond à une allocation diversifiée de votre patrimoine, c'est tout à fait un produit qui est ouvert à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Hervé. À très bientôt. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez de nouvelles ou des nouveautés chez vous. Voilà, soyez prudents. Bonne soirée. Merci. C'est maintenant le tour de Marc Toiti qui nous a rejoint il y a peu. Bonsoir Marc. Bonsoir Bernard, tout va bien? Bonsoir à toutes et à tous. Parfait. Cette semaine, nous allons revenir sur un format plus classique, d'autant plus que les nouvelles sont nombreuses et que ce Covid qui n'en finit plus continue à donner du fil à retordre. Juste avant de vous donner la parole, je voudrais informer nos auditeurs que lors de la prochaine émission, nous organiserons une mini table ronde avec vous, bien sûr, et 3 autres invités de prestige, j'ai envie de dire presque aussi prestigieux que vous, sur le monde de demain ou d'après-demain. Une fois n'est pas coutume, commençons par la France. Que s'est-il passé depuis le 19 octobre? Eh bien, malheureusement, c'est de mal en pis, c'est-à-dire que on avait effectivement une petite reprise qui a duré 2 mois, on va dire un trimestre. Alors, c'est qu'on a eu les chiffres du 3e trimestre, donc je vous rappelle un petit peu la cartographie de notre économie en France. Donc, un effondrement au premier semestre de 18,9% du PIB, hors inflation bien sûr. Ensuite, on a eu les chiffres vendredi, donc c'est effectivement une petite surprise quand même, parce que le rebond a été très fort au 3e trimestre, 18% d'augmentation. Donc, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On s'attendait à peu près 15% de hausse, à 18%. C'est beaucoup. Bon, peut-être des ajustements statistiques de l'INSEE, on verra ça plus tard. Mais par contre, le gros problème, c'est que depuis 2 mois, les indicateurs avancés de la croissance, notamment dans les services, qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, ont baissé. Donc ça, c'est avant même effectivement le reconfinement. Et surtout, ils ont baissé sous le niveau de croissance. C'est-à-dire qu'on est en décroissance dans les services en France depuis 2 mois.
septembre, octobre. Et donc, évidemment, avec cette décision, je pense malheureusement dommageable de reconfinement de notre économie, ça va être de mal en pis. Donc là, j'ai fait très rapidement les derniers chiffres, les dernières estimations que je peux vous faire. Alors évidemment, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça va vraisemblablement durer peut-être 2 mois. Donc, dans ces conditions, ça veut dire que l'ensemble du quatrième trimestre, déjà le mois d'octobre était mauvais, plus novembre, décembre particulièrement mauvais. Et bien donc, ça veut dire que le PIB français pourrait baisser de 8% au cours du quatrième trimestre. Donc, vous voyez, c'est bien le W qu'on craignait, c'est-à-dire qu'on a eu l'effondrement, petit redémarrage, et puis on repart à la baisse. Ça, c'est très dangereux parce que justement, ça freine la possibilité de rebond. Et on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, donc justement dans mon dernier livre Reset, j'avais fait une simulation justement pour savoir quand est-ce qu'on allait retrouver le niveau de PIB, donc j'avais dit plutôt 2025, et là effectivement ça se confirme, ça ne sera pas avant 2025, voire 2027, et si je fais des prévisions, on va dire de croissance molle après la pandémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebond très fort, là on devrait attendre 2030-2032, donc voilà, c'est ça qui est en train de nous attendre, et c'est vrai que plus tard, on sortira pas seulement de la pandémie, mais de ce confinement surtout, et de cette vision, il n'y a pas de visibilité. Donc, plus tard, plus long, ça prendra à redémarrer. Donc ça, c'est quand même, je pense, un vrai danger. Alors bon, évidemment, je ne dis pas qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je pense qu'on pouvait faire autrement, avec des tests immédiats, avec des lits dans les cliniques privées, en laissant ouverts certains magasins quand même. Là, il y a vraiment, de nouveau, on arrête le paquebot, ou alors c'est un peu la torture, effectivement, de la tête sous l'eau. On a eu la tête sous l'eau pendant 6 mois, on a l'air de le remonter 2 mois et demi, puis là, on nous la remet. Donc, on est très fragilisé. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu tenir le premier confinement. Là, avec ce deuxième confinement, malheureusement, je m'attends à beaucoup de casse au niveau des faillites, au niveau évidemment du chômage, donc au niveau social et surtout sociétal. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce climat sociétal. Je fais pas mal de débats la semaine dernière justement sur le confinement, et je voyais des chefs d'entreprise, des artisans, des PME, des TPE qui nous disent leur ras-le-bol, quoi. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, qui disent qu'ils ne vont pas respecter le confinement. C'est dangereux pour justement la paix, non pas sociale, mais sociétale. Je parle même pas, bien sûr, des problèmes des attentats, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on prenne vite le taureau par les cornes. Sinon, là, on est vraiment en danger sur notre économie. Et je voudrais rebondir sur le problème du chômage, qui, je vous l'avoue, moi aussi, m'effraie un peu. Que disent les chiffres actuellement sur le chômage, et qu'est-ce que vous avez comme prévision sur le chômage à moyen terme? Alors malheureusement, pour l'instant, vous savez qu'en France, comme on a un chômage aidé, on est chômeur que si on est de catégorie A, comme dans beaucoup de pays, d'accord, c'est ce qu'on appelle le chômage au sens du Bureau international du travail. Donc, par exemple, pendant le confinement, comme on pouvait pas, on n'était pas disponible, on n'entrait pas dans les statistiques. Comme il y avait effectivement le chômage partiel, donc on ne tombait pas vraiment au chômage, donc on n'était pas non plus dans les statistiques. Donc c'est un petit peu je dirais la surprise entre guillemets ou l'incohérence de ce confinement, du premier du moins, c'est que le chômage a baissé. Oui, c'est incroyable. Mais par contre, là on le voit, là on commence à rentrer dans le dur malheureusement, et là le chômage commence de nouveau à augmenter, surtout pour la fin d'année. Et surtout, donc, on va avoir un taux de chômage, là on est autour des 7,8% à peu près de taux de chômage, mais surtout, je pense que malheureusement, on va atteindre, surtout si le deuxième confinement dure, 2021, on sera vers un taux de chômage de 10%. Officiel, c'est-à-dire que je ne vous parle pas des chômeurs toutes catégories où là on est déjà à près de 20%, donc là on n'en parle pas. Mais si on regarde le chômage des jeunes par exemple, là aussi officiel, ça veut dire au sens de la catégorie A, on a, malgré toutes les aides qu'on a tous les mois, un taux de chômage des moins de 25 ans en France de 20%. Donc là aussi, vous voyez, toutes les aides qu'on met dans le circuit, on a quand même un taux de chômage de 20%. Là aussi, on retombe dans le risque sociétal. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui aux jeunes? Des emplois aidés. C'est très, très mauvais, effectivement. Ce n'est pas du tout de perspectives d'avenir. Donc, je comprends. Évidemment, c'est déjà mieux d'avoir ça. Je vous rappelle qu'en France, on a l'État le plus généreux, l'un des plus généreux d'un point de vue social. 32% de notre PIB, ce sont des dépenses sociales. Donc, merci d'être en France, entre guillemets. C'est le numéro 1 au niveau de la planète. Mais malheureusement, on voit que ça ne suffit pas, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont mal utilisées, puisqu'on a, malgré tout ça, un taux de chômage des jeunes de 20%. Si on regarde dans la zone euro, on est autour des 15%. En Allemagne, on est autour des 6%. Même au Royaume-Uni, on est autour des 6% également. Donc, on voit bien que beaucoup d'aides, beaucoup de dépenses publiques, mais malheureusement, à l'arrivée, il n'y a pas la croissance et le chômage qu'on pouvait attendre.
Et nos voisins, comment s'en sortent-ils? Lors du premier confinement, on avait l'Allemagne enfin, tout le monde disait que l'Allemagne gérait beaucoup mieux, faisait beaucoup mieux, que les chiffres étaient meilleurs. Les Italiens et les Espagnols, par contre, ils ont été plus touchés que nous sur un plan sanitaire. Je pense que sur un plan économique, ça s'est aussi plus dégradé en Italie. Où ils en sont un petit peu, nos voisins? Alors, malheureusement, on reste dans la typologie que vous avez décrite. C'est-à-dire qu'on a l'Allemagne qui s'en sort toujours mieux que les autres. Alors déjà, le PIB a moins baissé. Tout à l'heure, je disais qu'au premier semestre, ça fait moins 19% chez nous, ça fait moins 11% en Allemagne. Donc là, ça redémarre, mais on reste quand même au-dessus au niveau allemand. Et puis, surtout, le vrai enjeu, alors bien sûr, si on va voir pire, on voit l'Espagne, l'Italie, mais surtout, c'est les dernières données d'enquête. Avant le reconfinement, justement, où là, on voit qu'il y a ce que j'appelle la reprise en cas, c'est-à-dire il y a des pays qui s'en sortent mieux que les autres, le haut du cas puis le bas du cas. Nous, malheureusement, avec nos amis espagnols ou italiens, on est plutôt dans le bas du cas. Et puis, il y a effectivement les Allemands qui sont dans le haut du cas, avec là, on avait encore les chiffres tout à l'heure dans l'industrie au mois d'octobre. Je vous rappelle que l'indicateur des directeurs d'achat, il y a une barre à 50. Donc, à 50, c'est la stagnation. Donc là, on est à 58,2. C'est un niveau très, très élevé donc en Allemagne. Alors que nous, par exemple, on est à 51 dans l'industrie. Dans les services, c'est un peu, évidemment, moins bien, mais c'est mieux également qu'en France. Donc, ça continue. Avant le reconfinement, encore une fois, on a cette distorsion, malheureusement, entre l'Allemagne et la France. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que nos structures économiques sont plus puissantes, plus solides en France, en Allemagne, et parallèlement surtout, ça aussi, on paye nos erreurs du passé. C'est qu'avant la pandémie, on avait une dette publique en Allemagne de 60% du PIB, alors que chez nous, on avait déjà 100%. Donc la marge de manœuvre, évidemment, est beaucoup moins forte en France qu'en Allemagne. Et là, bon, il y a eu les chiffres dernièrement, on est à 114% de dette publique par rapport au PIB en France au deuxième trimestre. Je pense que malheureusement, on sera à 125% d'ici la fin de l'année, alors qu'en Allemagne, on sera autour des peut-être 75%. Donc ils auront encore, malheureusement, c'est ça le drame, plus de marge de manœuvre pour l'avenir que nous. Donc c'est ça qui est effectivement extrêmement coûteux pour notre économie. Il y a 15 jours, vous faisiez état d'une santé quasiment insolente de l'économie chinoise. C'est toujours le cas? Les choses ont un peu changé, un peu évolué? Malheureusement, non. Enfin, heureusement pour eux, mais pas pour nous. C'est-à-dire qu'on a encore eu, effectivement, donc les chiffres de croissance qui sont très forts. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a une croissance chinoise qui est revenue à 5%. Vous vous rendez compte? Parce que nous, malgré le rebond de 18%, notre PIB en glissement annuel est toujours à peu près à moins 4, moins 4,5, alors que donc en Chine, il est à plus 5%. Donc on voit à cet égard, alors évidemment, la Chine, c'est une dictature. Est-ce que les chiffres sont vrais? Bon, tout ça, c'est… Bien sûr, on peut toujours gloser, mais néanmoins, on voit que les indicateurs avancés des directeurs d'achat, là aussi, sont toujours au beau fixe. Donc, c'était ma crainte, vous vous souvenez du reset, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton reset, soit on a compris nos erreurs du passé et puis on va sur des bons rails, soit c'est pire qu'avant. Donc là, malheureusement, je suis désolé de le dire, on n'a rien compris. C'est-à-dire que la Chine va mieux qu'avant, elle a déjà digéré, voire enterré la crise. Nous, malheureusement, on n'a pas compris nos erreurs du passé, on les continue, notamment avec cette fuite en avant de la dette publique, qui évidemment est dramatique. Alors pour l'instant, tant que les taux d'intérêt sont bas, sont à zéro, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème, ça va être en 2021, lorsqu'on va arrêter la planche à billets, puisque inévitablement, l'Allemagne ne laissera pas faire, surtout quand Merkel va prendre sa retraite, donc pile dans un an, à l'automne 2021, parce qu'il y aura des élections en Allemagne. Et donc là, ça risque de faire mal. C'est-à-dire qu'au moment où ça va redémarrer, on risque d'avoir une remontée des taux d'intérêt des obligations d'État. Et là, bien entendu, ça risque de nous coûter particulièrement cher. Voilà, ça, c'est un petit peu le danger qui peut nous menacer pour l'année prochaine, alors que les Chinois, finalement, ils ont toujours 3100 milliards de dollars de réserves de change. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ça a augmenté avec la crise. Ils avaient 3000 milliards de dollars de réserves de change avant la crise. Maintenant, ils ont 3100 milliards. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'évidemment, ils continuent d'avancer et nous, on essaye de résister. Alors, deuxième pays qui résiste bien, ce sont les États-Unis. Là aussi, on aura les élections demain. On verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une croissance américaine qui redémarre bien. Le taux de chômage qui a baissé outre-Atlantique, on est à 7,9%. On va même baisser à 7,5%, je pense, pour le mois d'octobre. Donc, voilà. C'est vrai que c'est triste pour nous parce que, encore une fois, on est le dindon de la farce. Alors, j'ai deux questions sur des choses que vous venez de nous dire. Vous avez dit qu'on a laissé filer le déficit public, ça j'en conviens, il suffit de voir les chiffres, mais avait-on un autre choix? Encore une fois, la dette publique, vous savez, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais. Mais la dette, c'est pareil, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La dette qui vous permet de générer plus de croissance,
plus d'emplois, de faire baisser le chômage. Ça, c'est de la bonne dette. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème que nous avons, c'est que chaque année, on n'a même pas assez de croissance juste pour payer les annuités de la dette. Je vous rappelle que chaque année, en moyenne, l'État français doit dépenser 40 milliards d'euros pour payer les intérêts, les annuités de la dette, le remboursement annuel. Alors bien sûr, les taux d'intérêt aujourd'hui sont à zéro, bon, donc on s'en sort tant bien que mal, mais est-ce que ça va durer? Mais c'est ça le problème, c'est que cette dette, malheureusement, elle ne génère pas de croissance forte. Et elle ne fait pas baisser fortement le chômage. Donc c'est sûr qu'on n'avait pas forcément le choix. Moi, je dis toujours, il faut éteindre l'incendie, évidemment, mais une fois qu'on a éteint l'incendie, il faut partir sur des bases plus saines. Là, on voit le drame, c'est que justement, comme la dette ne coûte rien, c'est ce qu'on appelle un aléa moral. Ça veut dire finalement, on se dit, il n'y aura pas de sanctions, donc continuons. Donc c'est ça le drame, c'est que la BCE nous protège, évidemment, la zone euro nous protège avec des taux d'intérêt à zéro, voire légèrement négatifs, mais c'est un aléa moral. Ça ne nous incite pas justement à faire des réformes, à mieux utiliser l'argent public. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. Alors que moi je suis persuadé, on le voit là, cette fronde qui monte en France, les Français, la plupart des Français ne veulent pas des aides. Ils veulent du travail, ils veulent travailler, ils veulent gagner effectivement de l'argent à la sueur de leur front en travaillant. On le voit aujourd'hui, les petits commerçants, etc., qui ne sont pas contents, et ils ont raison. Eux, ils veulent pas des aides, ils veulent juste pérenniser leur entreprise, ils veulent juste continuer de travailler. Donc voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, le vrai but de l'économie ou de la dette, c'est de permettre justement d'avoir une économie florissante. C'est pas juste de colmater les brèches, comme on fait depuis des années. Alors, vous avez parlé des réserves de change de la Chine à 3100 milliards de dollars. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est l'utilisation de ces réserves. Qu'est-ce que la Chine en fait ou qu'est-ce que la Chine pourrait en faire? Et la petite question qui se cache derrière la grande, est-ce qu'on n'a pas à craindre qu'ils viennent faire le marché sur une bourse parisienne qui a perdu plus de 20% et que demain, ils enclenchent des OPA sur des fleurons comme Saint-Gobain, voire même comme Total, je le disais dans mon édito, qui a perdu 50% depuis le début de l'année et qu'on ait des attaques hostiles, non pas par des raideurs endogènes, mais par les Chinois. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les Chinois ont déjà commencé avec le continent africain, même si ce n'était pas en bourse. Ils l'ont fait directement. Ils ont continué avec la Grèce, avec l'Italie. Donc oui, ils ne vont pas se gêner, ça c'est sûr. Et comme vous l'avez bien dit, les 3100 milliards de dollars de réserve de change, ce n'est pas utilisé justement, c'est en cash. C'est du cash à la Banque centrale. Et donc, effectivement, c'est utilisable à l'envi par l'État chinois s'ils ont envie de le faire. Et puis, parallèlement, il y a quelque chose d'encore plus dangereux que les actions, c'est les obligations d'État. Vous savez que la Chine détient 1500 milliards de dollars de bons du Trésor américain et 1200 milliards d'euros de bons du Trésor de la zone euro. Donc, évidemment, si demain, ils s'amusent à vouloir nous faire mal, ils peuvent vendre effectivement ces obligations. Alors, ils perdront, c'est sûr, de l'argent, mais néanmoins, les taux d'intérêt remonteront et là, ça cassera complètement notre économie. Donc, moi, c'est ça aujourd'hui ma crainte, c'est que, excusez-moi l'expression, on est des petits joueurs. C'est-à-dire que nous, on voit si on va confiner jusqu'à Noël ou pas, ou voilà, etc. Eux, ils avancent déjà, ils ont complètement oublié la crise, ils sont passés loin devant, ils ont retrouvé le chemin de la croissance, ils font encore des réserves de change, ils font des excédents commerciaux. Et nous, malheureusement, on se regarde le nombril. Donc, c'est ça qui nous manque. C'est une vision du monde. Ce qu'ont les Chinois, je ne dis pas qu'il faut devenir, évidemment, comme en Chine, une dictature. On a la chance d'être en France, c'est formidable. Mais il nous faut une vision du monde, une vision stratégique sur l'avenir, que malheureusement n'ont pas nos dirigeants. Donc, j'ai déjà dit, mais je suis désolé de le dire, d'enfoncer le clou, parce que je l'ai encore vécu la semaine dernière, parce que je vois un petit peu en arrière-boutique ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que nos dirigeants, ils ne devaient pas décider ce reconfinement. C'était pas forcé. Il y avait d'autres moyens d'éviter ça. Et malheureusement, jusqu'à la dernière minute, les deux pouvaient l'emporter. Finalement, ils ont choisi cette décision qui sera très coûteuse à notre économie. Et malheureusement, on se rend bien compte que même d'un point de vue sanitaire, il n'y aura pas forcément de conséquences tout de suite. Donc, on va perdre sur les trois tableaux. Le sanitaire, l'économique et le sociétal. Donc, il nous manque très honnêtement des dirigeants qui aient une vision du monde, pas qui réagissent à l'instant sur, je dirais, les sondages ou autres, non, qui ont une vision du monde de long terme. Voilà, c'est ça qui malheureusement nous fait défaut. On verra demain si Trump sera réélu ou pas, mais c'est vrai que globalement, il ne faut pas l'oublier,
il a réussi quand même à rapatrier aux États-Unis 500 milliards de dollars de capitaux d'entreprises. C'est quand même incroyable, vous voyez ce que je veux dire. C'est le seul qui a réussi à casser la Chine. Alors, je ne dis pas qu'il est un petit peu bizarre, effectivement, dans ses moyens d'annonce, etc. Parce qu'on ne fait pas une politique sur Twitter, ça c'est sûr, c'est un problème. Mais néanmoins, ce que je dis là, c'est que on peut critiquer, mais ce qui compte quand même, ce sont les résultats. Or, nous, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas que Macron, hein, ça fait des années que ça dure. Quels sont les résultats? Plus de dettes, plus de déficit, moins de croissance, plus de chômage et le drame, plus de pauvreté, plus d'inégalités. On ne comprend pas. On est numéro 1 mondial des dépenses sociales et la pauvreté augmente, les inégalités augmentent. Donc, il y a un problème. Ça veut bien dire que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais de qualité, effectivement, de la dépense publique. Donc, voilà, moi, je rêve que dans les années à venir, nos dirigeants, ils auront une vision du monde de long terme. Ils vont nous amener, parce que c'est ça. Il faut mobiliser les populations, leur donner envie d'investir, d'innover. Là, on n'a plus envie, quoi. C'est extrêmement dangereux. Je ne parle même pas pour nous. Je parle pour nos enfants, nos petits-enfants, qui vont hériter d'une économie exsangue et parallèlement d'une dette publique énorme, parce qu'il faudra la rembourser, la dette publique. Alors, pas d'un seul coup, bien sûr, mais ça va prendre des décennies. Vous comprenez? Donc là, on est en train de prendre des risques, pas seulement pour nous, là, qui sommes en train de vivre aujourd'hui, et c'est difficile, c'est vrai, mais pour des générations entières. Donc, je me dis, c'est quand même bien dommage. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Désolé, j'aurais voulu avoir un message un peu plus optimiste, mais voilà, vous me posez les questions, j'y réponds, je suis obligé. Hein. Ouais. Ben, peut-être que dans 15 jours, il y aura des raisons d'avoir des messages. Il y a toujours des raisons d'espérer, il y a toujours. Voilà. Ben, vous n'étiez pas là pour mon édito, mais dans mon édito, je citais une maxime, une phrase célèbre de Goethe qui disait « Je vous ordonne d'espérer ». Ouais, donc voilà, je vais vous dire bonsoir Marc, et avant de vous dire bonsoir, ben, je vous ordonne d'espérer. Ah moi non, mais c'est pas la peine de m'ordonner, moi je suis un optimiste de nature, mais il faut aussi être réaliste, quoi. C'est ça l'enjeu. C'est bien, merci d'être venu. Bientôt. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant au tour de Wellins, représenté par Julien qui vont nous parler de l'impatriation. Alors, je crois que j'ai un petit problème de micro. Non, ça va mieux. Donc, Julien, c'est à vous. Vous êtes venu nous parler de l'impatriation et le pays que vous avez choisi aujourd'hui, c'est l'Italie. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Effectivement, des cieux un petit peu plus cléments au niveau du climat ce mois-ci. On avait parlé du Luxembourg le mois précédent. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question avec Maël, où on irait s'installer avec nos familles, où on ira s'installer avec nos familles lorsqu'on sera devenu multimillionnaire. Et effectivement, on se dit que l'Italie pourrait être une destination sympathique à tout point de vue et au niveau fiscal plus précisément. Donc, c'est vrai excusez-moi de vous couper, faut-il vraiment être multimillionnaire pour aller s'installer en Italie? Effectivement, oui, vous avez raison, parce que l'Italie a mis en place un certain nombre de régimes qui ne concernent pas simplement la clientèle fortunée. Vous allez vous installer en Italie dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous allez bénéficier d'une exonération, par exemple, d'impôt sur le revenu à 70%, qui va même monter à 90% suivant la région dans laquelle vous vous installez. Donc, si vous vous installez au sud du pays, au sud de l'Italie, en Sicile, en Sardaigne, dans les Abruzzes, par exemple, l'exonération d'hier montera à 90%. Et là, effectivement, vous n'êtes pas forcément une clientèle fortunée, vous venez vous installer pour travailler en Italie avec un régime favorable qui durera au maximum 5 ans renouvelable. Quelles sont les conditions pour qu'il soit renouvelable? C'est renouvelable d'office, c'est renouvelable sans formalité ou... Les formalités, elles sont un peu, je ne dirais pas particulières, mais originales par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Europe. Par exemple, si vous avez un enfant mineur, vous allez avoir un renouvellement de 5 ans de votre régime favorable au titre de votre activité professionnelle. Si vous avez acheté un bien en Italie également, le régime va être renouvelable pour une durée de 5 ans. Et cette frontière entre le sud et le nord, Italie du Nord, Italie du Sud, elle est où cette ligne imaginaire de la frontière? Vous avez, le but, ça a été ciblé un certain nombre d'États qui sont nommément désignés et qui donc, lorsque vous vous installez dans cette région d'Italie, vous allez bénéficier de 90%. Ils sont nommément désignés, c'est des régions d'Italie qui ont
besoin de population et qui ont besoin d'une population active qui va venir travailler et qui va venir consommer. Je pourrais tous vous les citer de mémoire. Il y a les Abruzzes, je l'ai dit, la Sicile, la Sardaigne, la Campanie. D'accord. Et cette réduction d'impôt, elle s'applique sur l'argent que vous gagnez en Italie ou sur votre revenu mondial? Sur ce que vous gagnez en Italie, sur ce que vous allez gagner en Italie au titre de votre activité professionnelle. Il y a un autre régime qui a été mis en place en parallèle pour les revenus qui sont produits à l'étranger et qui là vont plus cibler une clientèle beaucoup plus fortunée. Si vous vous installez en Italie, là dans le cadre de ce deuxième régime, vous n'allez payer qu'une flat tax de 100% sur vos revenus qui ont été produits à l'étranger. Vous allez payer simplement 100 000 euros sur ces revenus qui ont été produits à l'étranger. Vous ne payez rien d'autre en Italie, quel que soit le montant de vos revenus produits à l'étranger. Le meilleur exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Parfois, en fiscalité, mieux vaut un bon exemple que beaucoup de techniques. Cristiano Ronaldo, c'est 94 millions de revenus. L'essentiel de ces revenus, c'est des contrats de sponsoring, des contrats de droit à l'image qui sont produits hors d'Italie, où il joue actuellement à la Juventus de Turin, qui sont produits à l'étranger. Et sur ces revenus de sponsoring, Cristiano Ronaldo, il paye 100 000 euros en Italie, en tout et pour tout. Donc, pour 94 millions de revenus, les revenus de la Juventus plus les revenus du sponsoring, Cristiano Ronaldo, il paye à peine 15 millions d'impôts sur le revenu en Italie. Ça lui fait une pression fiscale d'à peine 16%. Ça lui fait un gain de 30 millions d'euros par rapport à la situation dans laquelle il était lorsqu'il jouait au Real de Madrid, parce qu'il bénéficie de cette imposition forfaitaire de 100 000 euros sur les revenus produits à l'étranger. Et ce deuxième axe que vous nous décrivez, il est lui aussi valable pour 5 ans? Lui, il est valable pendant 15 ans. Il est valable pendant 15 ans. Une des conditions, c'est d'avoir habité hors d'Italie pendant une durée de 9 ans. Les conditions au régime d'impatriation, c'est toujours d'avoir habité en dehors de l'État avant sa nouvelle installation. Et là, vous serez soumis à cette flat tax de 100 000 euros sur vos revenus produits à l'étranger sur 15 ans. Vous continuerez à payer de l'impôt sur le revenu sur vos revenus qui sont générés en Italie, les revenus de la Juventus, le salaire de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Par contre, tout ce que vous avez, tout ce que vous percevez de l'extérieur, vous paierez une flat tax de 100 000 euros et c'est tout pendant une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans. Ça englobe tous les revenus, y compris les revenus financiers? Ça englobe tous les revenus. C'est les revenus financiers, c'est les droits d'auteur, c'est les droits à l'image, etc. Ce qui explique, entre autres, j'ai pris l'exemple de Cristiano Ronaldo parce que c'est un des premiers qui en a bénéficié. Et a priori, comme d'autres footballeurs professionnels qui ont rejoint le calcio sur ces dernières années, c'était également une des motivations, au-delà de l'aspect culturel de l'Italie, c'est une des motivations aussi de rejoindre le calcio, de rejoindre le championnat italien, d'avoir cette flat tax sur l'ensemble de ses revenus produits à l'étranger, quels que soient ses revenus. Les candidats à l'impatriation sont bien entendu, surtout l'impatriation économique, sont bien entendu sensibles aux impôts sur les revenus, aux impôts financiers, aux impôts sur les dividendes, à l'ISF ou à l'IFI. D'ailleurs, est-ce qu'en Italie, il y a quelque chose qui ressemble à un ISF, un IFI, ou sur quelque manière que ce soit? Non, pas d'ISF ou pas d'IFI. Ça, c'est vraiment des spécificités, entre autres, mais c'est des spécificités françaises. Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'en Suisse, il y a un impôt sur la fortune. Au Luxembourg, il y a un impôt sur la fortune détenue par les sociétés. C'est vrai qu'au Luxembourg, vous avez raison, on en avait parlé la dernière fois, on a un impôt sur la fortune sur l'actif des personnes morales, mais on est quand même à 0,5. On en avait un, c'est vrai, un impôt sur la fortune en Espagne, qui a été supprimé. La spécificité française, elle ne se fait pas, c'est comme sur les droits de succession, elle ne se fait pas spécifiquement sur l'existence de l'impôt, elle se fait surtout sur le barème et les taux qui y sont appliqués. D'accord. Et donc, comment ça se passe au niveau de la succession? Au niveau de la succession, là aussi, l'Italie a mis en place un régime favorable, toujours pour attirer, pas uniquement la clientèle fortunée, mais là, la clientèle qui a un actif et qui vient s'installer, qui va aller venir investir en Italie. En Italie, si vous décédez en Italie,
la compétence fiscale, c'est la compétence de l'Italie. Et là, vous avez un abattement d'1 million d'euros. Donc là, en ligne directe, 1 million d'euros à comparer avec les maigres 100 000 euros qu'on a en France entre parents et enfants. Donc un abattement d'1 million d'euros et derrière une taxation à 4%. Là aussi, à comparer avec les 45% sur lequel on peut monter en France en tranche marginale d'imposition. Et vis-à-vis des tiers en Italie, on sera au maximum, par exemple les frères et les sœurs, à 6-8%. Là aussi, au niveau des droits de succession à 8% pour vos frères et sœurs, là également sans comparaison avec ce qu'on peut retrouver sur la France. Et une petite question, comment est vécu ce régime par la population italienne? Il y a un petit peu une grogne, elle en fait son affaire. Et d'abord, ça représente beaucoup de gens, ça représente beaucoup de monde. Déjà, ces ultra-riches qui payent 100 000 euros d'impôts, enfin qui se dédouanent avec 100 000 euros d'impôts sur les revenus étrangers, vous avez une idée du nombre de personnes que ça peut représenter? Je n'ai pas une idée précise des chiffres. Effectivement, le régime a été mis en place en 2017, donc il est assez relativement récent. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, on pourrait le retrouver aussi sur le Portugal, hein, que vous connaissez bien, à savoir qu'aujourd'hui, c'est très bien d'attirer une clientèle fortunée ou pas extérieure. Le but, c'est qu'elle vienne consommer, qu'elle vienne investir dans son nouveau pays d'accueil. Ensuite, on sait bien que parfois, la population peut se poser la question de l'efficacité de ce type de régime, surtout dans le contexte qu'on vit actuellement où on va aller vraisemblablement vers une augmentation des impôts. Est-ce qu'on doit plutôt favoriser le riche étranger qui va venir s'installer et qui va peut-être pousser à, je ne sais pas, l'augmentation de la bulle immobilière, par exemple, et moi, ressortissant de mon pays, qui n'a pas les mêmes avantages? C'est vrai que c'est toute la difficulté et tout ce dumping fiscal qu'on retrouve à travers l'Europe au niveau fiscal depuis quelques temps. Très bien. Eh bien, écoutez, quelque chose à rajouter? On arrive à la fin de votre intervention. Le troisième régime, simplement un petit point sur le troisième régime. Vous avez parlé de l'impatriation pour des raisons professionnelles, la fameuse flat tax pour les revenus produits de l'étranger, hein, le régime à la Cristiano Ronaldo. Mais vous avez également une imposition forfaitaire à 7% pour les retraités. Donc là, si vous êtes retraité, que vous venez vous installer en Italie, un petit peu avec ce que vous connaissez sur le Portugal, et que vous vous installez toujours dans une ville du sud de l'Italie, mais là qui a moins de 20 000 habitants, donc on est dans la condition à l'intérieur de la condition, vous avez droit à une imposition forfaitaire flat de 7% pour vos retraites. Donc c'est vrai que dans le futur, l'Italie aurait, à mon avis, une carte à jouer. Alors, attendez, 7% sur les retraites et quelle imposition sur les autres revenus? Beaucoup de retraités ont des revenus fonciers, des revenus financiers et peuvent même avoir quelques revenus des dividendes ou des choses comme ça. Là, on sera sur le barème de droit commun italien qui est légèrement plus favorable que le français, mais on peut monter quand même rapidement à des tranches à 30 ou 40%. L'imposition forfaitaire à 7%, elle va concerner exclusivement les retraités. Sur les retraites, les gens qui viennent s'installer en Italie et dans le sud de l'Italie et dans une ville de moins de 20 000 habitants. Donc là aussi, c'est encore des conditions un peu spécifiques. Je ne sais pas si on aura un succès escompté comme les revenus produits à l'étranger ou les raisons professionnelles, les deux régimes qu'on a parlé précédemment. Ça n'a pas été fait ou imaginé pour faire rentrer les émigrés, ou enfin les anciens émigrés ou les enfants d'émigrés au pays ou des choses comme ça? Ça peut être sûrement une des motivations. Après, comme on en discutait, c'est la fameuse ligne de crête entre d'un côté vouloir attirer des capitaux, vouloir attirer de la clientèle qui va consommer, investir dans le pays. Pourquoi pas, comme l'ont dit les Italiens, dans des régions qui en ont besoin. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ciblé les régions du Sud, un certain nombre de régions nominatives. Et de l'autre, c'est vrai, toujours cette volonté de conserver quand même une certaine équité fiscale entre tous les ressortissants, en tout cas entre tous les résidents d'un même territoire. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup pour cet éclairage. On ne se revoit pas dans 15 jours, mais on se revoit à l'émission d'après avec un nouveau pays dans notre série sur les impatriations. Vous avez déjà décidé de quel pays vous nous parlerez? On parlera vraisemblablement du Portugal avec Maël. Très bien. Écoutez, vous nous envoyez ravis. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. À très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.
C'est maintenant au tour de Maxime Palin qui remplace Grégoire Linder de Riser. Grégoire n'est pas là, il a eu une deuxième petite fille. Nous en profitons pour lui souhaiter beaucoup de bonheur et le féliciter. Et Maxime va faire un débat avec Sébastien Cosson, d'Entrepreneur Invest. Maxime, est-ce que vous êtes là? Maxime, il faut… Voilà, Maxime, vous avez mis votre micro. Donc, Maxime, on vous entend. Sébastien, vous êtes là, je vous vois. Bonjour Bernard, bonjour Maxime. Voilà, bonsoir. Bah, écoutez, je pense que vous avez préparé un petit peu entre vous ce débat. Donc, Maxime va vous interroger et puis on va tous vous écouter, j'allais dire religieusement. Maxime, c'est à vous. Eh bien, merci. En fait, déjà, félicitations pour Entrepreneur Invest. Très belle société. Vous avez investi dans plus de 200 entreprises. Comme vous le dites sur votre site, et on le voit bien avec les fondateurs, c'est des entrepreneurs qui financent des entrepreneurs. J'ai l'impression que le pari est déjà bien réussi. Cela dit, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces mots un peu, ou plutôt ces acronymes un peu barbares qui sont les FCPI, FCPR, FIP, etc., dans lesquels vous allez loger ces investissements? Oui, bien sûr. Donc effectivement, notre métier, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise, des PME non cotées. C'est de les accompagner d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue financier. Et quand on doit collecter de l'épargne, les investisseurs doivent souscrire au travers de différents fonds. Et un FCPR, un FPCI, un FCPI, un FIP, c'est une sorte de fonds. En fait, il y a deux grands types de fonds. Le FPCI, c'est le fonds professionnel de capital investissement, qui est extrêmement souple. C'est-à-dire que si on souhaite investir dans 4 ou 5 sociétés uniquement, avec une diversification très faible, c'est possible. Mais ce type de fonds est accessible à partir de 100 000 € pour une clientèle avertie. Et le FCPR, là, c'est le fonds commun de placement à risque qui doit être agréé par l'AMF et qui peut être accessible dès 1 000 €. Et dans ce cas-là, on doit respecter des règles de diversification beaucoup plus fortes avec un minimum de 10 sociétés à l'intérieur. Donc voilà, ce sont des outils, des enveloppes fiscales qui bénéficient d'un agrément de l'AMF ou pas, en fonction effectivement du caractère professionnel de ces fonds. Et c'est ce qui permet d'investir en fonds propres ou quasi-fonds propres ou même en dette obligataire auprès d'entreprises non cotées. Donc, fonds propres, vous prenez du capital dans les sociétés, vous devenez réellement actionnaire via ces fonds. C'est ça. On a le choix entre devenir actionnaire ou créancier obligataire. Très bien. Alors, du coup, évidemment, la question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est le Covid. Est-ce que vous avez plutôt des positions qui sont résilientes au Covid ou plutôt des positions qui souffrent de cette période? Non, on a la chance, effectivement, de par l'historique des associés d'Entrepreneur Invest, des associés fondateurs, et de notre équipe d'investissement qui est composée aujourd'hui de 11 personnes, d'être très positionné sur le segment du digital ou sur ce qui touche au digital. Donc, le segment des logiciels, le segment des sociétés de conseil en transformation digitale. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on a 70% de nos investissements qui sont dans le secteur digital ou qui sont un proxy du digital. Donc, des sociétés qui n'ont pas de difficultés particulières dans l'environnement actuel et même quelques sociétés qui voient une croissance qui s'accélère en 2020 avec cette double période de confinement qui accélère cette digitalisation de l'économie. Et puis, on a environ 30% du portefeuille qui ne sont pas positionnés dans ces secteurs-là et pour lesquels la situation peut être très positive ou peut être un petit peu plus compliquée. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut savoir, je le disais en introduction, Entrepreneur Invest a dans son ADN d'accompagner les chefs d'entreprise. Donc les accompagner, c'est quand ça va bien, mais c'est aussi quand ça va moins bien. Aujourd'hui, clairement, ça va moins bien au niveau économique. Donc nous, on est à leur côté pour les accompagner donc d'un point de vue stratégique, opérationnel, les aider à réfléchir à court terme, comment optimiser la trésorerie des entreprises pour faire face à cette période compliquée. Et puis, toujours garder un œil sur le moyen et le long terme. Ça, c'est important. Il faut regarder le court terme, mais surtout ne pas être les yeux dans le guidon. Il faut vraiment prendre un petit peu de recul et on les aide à prendre ce recul. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est, parce que ce métier, d'autres fonds d'investissement
font la même chose. Aujourd'hui, les PME qui sont accompagnées par des fonds d'investissement, clairement, ont un atout par rapport aux autres. Typiquement, nous, donc on a cette expertise de 20 ans. Il faut savoir que les associés, avant de créer Entrepreneur Invest, avaient créé d'autres sociétés. Bertrand Follier, donc, qui est un des cofondateurs, sa première crise, c'était en 1990. Il avait créé sa première boîte en 89. Et donc, en 90, l'Irak entre en guerre contre le Koweït. Donc, c'est vrai que cet historique très, très long nous donne effectivement ce recul et cette expérience de gestion des crises. Très bien. Merci, c'est très clair. Et je vois que vous mettez quand même de plus en plus en avant le caractère RSE, donc responsabilité sociale et environnementale de vos investissements. Il y avait probablement des investissements qui ne l'étaient pas au début, qui vont le devenir. D'autres, est-ce que c'est vraiment une politique d'investissement? Est-ce que vous allez accompagner les sociétés à être plus dans cette thématique RSE et à quel point c'est important pour la société? Oui, c'est extrêmement important et c'est vrai que cette transformation se fait de manière progressive. Il faut avoir en tête que quand on investit dans une PME, on va rester à ses côtés pendant 4, 5, 6, 7 ans, pendant une durée assez longue. Depuis maintenant, effectivement, environ 1 an et demi, 2 ans, les problématiques d'investissement socialement responsable sont de plus en plus présentes sur le marché. Et on est convaincu que lorsqu'on souhaitera céder une de nos participations dans 5 ou 6 ans, si cette société est sur un secteur qui n'est pas ISR, si elle a de mauvaises pratiques, ce sera extrêmement difficile de trouver un acheteur, que ce soit un fonds d'investissement ou un industriel. Donc c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui de plus en plus attention au positionnement des entreprises. Il y a quelque chose, alors on va déborder un petit peu du cadre ESG, ISR, mais aujourd'hui on regarde aussi quel est le positionnement stratégique des entreprises. Vous avez un acteur aujourd'hui français qui s'appelle Photonis, dont l'actionnaire principal est Ardian. On est dans le secteur de la défense. Et quand vous êtes actionnaire d'une entreprise comme ça, d'une entreprise stratégique, c'est potentiellement compliqué de la céder. En l'occurrence, le seul acheteur, c'est un fonds d'investissement américain et ça ne se passe pas forcément très, très bien, justement, au niveau politique. Donc ça, c'est des choses qu'on le regarde. Une société qui est dans le secteur de la défense, aujourd'hui, aura du mal à trouver des financements pour je dirais, voir un petit peu plus loin que l'ESG et l'ISR. Il faut vraiment avoir cette vision du marché à horizon 5-6 ans. Et l'ESG sera forcément de plus en plus important. On est sur une tendance très lourde, donc il faut surtout faire attention à ça. Effectivement, et on le voit, les dernières années, l'année dernière, on montrait que justement tout ce qui était dans les investissements RSE était, au-delà d'être populaire, commençait à être plus performant que les investissements, on va dire, traditionnels ou autres. Je change un petit peu de volet, et ça sera probablement la dernière question. Je vois que vous avez une protection il y a un paragraphe sur les protections. Ce qui concerne une garantie qui est offerte par le Fonds européen d'investissement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette garantie et à quel point elle nous garantit vraiment en tant qu'investisseurs? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on est le premier fonds d'investissement français à avoir bénéficié de cette garantie du Fonds européen d'investissement donc, depuis avril 2016. Donc cette garantie, elle nous protège sur nos investissements obligataires en cas de défaut de la société, en cas de défaut total ou défaut partiel. Donc, supposons qu'on ait prêté 1 million d'euros à une entreprise. Si la société fait faillite, à ce moment-là, aujourd'hui, cette garantie, elle est de 50%. En fait, on a 2 enveloppes, 50% et 80%. Supposons qu'on soit donc sur l'enveloppe à 50%. Dans un cas de défaut total, on ne peut pas perdre plus de 500 000 euros sur cette ligne-là. Je vous disais, on a une deuxième enveloppe puisque depuis le mois d'avril et depuis la crise sanitaire que nous connaissons, nous avons eu une enveloppe complémentaire de garantie à hauteur de 80%. Donc aujourd'hui, quand on fait un investissement, on a le choix entre l'assurer à 50% ou à 80%. Et en fin d'année 2020 ou début 2021, ces 2 enveloppes seront fusionnées en une seule avec une garantie donc à 70%. Donc ça offre une asymétrie entre le rendement et le risque qui est extrêmement forte.
puisqu'on est sur des rendements bruts annuels de l'ordre de 9 à 12% sur ce type d'entreprise, puisqu'on est sur des obligations convertibles, c'est du quasi-fonds propre. Donc, ça permet d'améliorer le bilan sans dilution pour les chefs d'entreprise. Donc, il ne faut surtout pas avoir en tête que ce taux de rendement de 9 ou 12% correspond au risque de l'entreprise. Ce n'est absolument pas le cas, puisqu'en parallèle, elles trouvent des financements auprès de leurs partenaires bancaires à des taux d'environ 2%. Hein. Donc, on est vraiment sur cette classe d'actifs spécifique du quasi-fonds propre. Et donc, on bénéficie de cette garantie, ce qui correspond, entre guillemets, à une anomalie pour les investisseurs, une anomalie positive, hein, bien entendu, puisque ça permet de réduire le risque de manière considérable. Très bien. Et du coup, peut-être dernière question, si nous avons le temps, est-ce que cette garantie est payante? Est-ce que cette garantie est payante pour l'investisseur ou ça fait partie du fonds Alors oui, cette garantie est payante. Aujourd'hui, elle nous coûte entre 0,25% et 0,50% par an. Donc, elle coûte très, très peu cher. L'objet de cette garantie qui est fournie donc, par un organisme européen, qui est le Fonds européen d'investissement, ce n'est pas de gagner de l'argent, comme un assureur souhaiterait effectivement gagner de l'argent sur cette assurance. L'objet, c'est bien qu'on finance des PME, c'est bien de faire redémarrer la machine, c'est de contribuer à créer des emplois. Et donc, c'est pour cette raison que le coût est extrêmement modique, mais il est en relation avec notre taux de défaut qui est historiquement très faible, puisqu'on a un taux de défaut depuis que l'on fait nos émissions d'obligations convertibles en 2012, un taux de défaut qui est inférieur à 3% aujourd'hui, malgré le contexte que l'on connaît. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Maxime. Ce format était un peu nouveau, il est très très intéressant et je pense qu'on le reproduira. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi, faites attention à vous, soyez prudents et à très bientôt. Merci. C'est maintenant au tour de Gilles Dian. Gilles Dian, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, absolument. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, Gilles. Bonsoir, Gilles. Très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes notre premier intervenant dans l'art. L'art, c'est beaucoup de choses, mais c'est indéniablement aussi du patrimoine. C'est autant du patrimoine collectif, si ce n'est universel, que du patrimoine privé. Il nous a semblé important de lui consacrer une place dans notre émission. Avant de vous donner la parole, je vais vous présenter. Gilles Dian, vous êtes un marchand d'art, président fondateur d'Opéra Galerie, un important réseau de galeries d'art qui compte 13 succursales, si j'en ai pas oublié une, dans le monde. Vous avez ouvert votre première galerie à Singapour en 1994. Je vous laisse nous présenter votre groupe en quelques mots. Ok, très bien. Donc, on a démarré Opéra Galerie effectivement en 1994 à Singapour. À cette époque, donc, le marché asiatique était un marché assez pauvre, ce qui est maintenant bien sûr très différent. Et nous avons Gilles, je ne vous entends plus. Nous n'entendons plus Gilles. Ok. David? Alors. Pardon. Ouais. Alors, bon, bah, on va attendre que Gilles avait visiblement un problème d'Internet. Donc, on va un petit peu discuter entre nous. Il y a un sujet, je voulais depuis très longtemps discuter avec vous, David, sur ce sujet. C'est quelle est votre position sur ces GAFA qui sont un peu… Est-ce que c'est des monstres? Est-ce que ce sont des génies? Est-ce qu'on doit les couper? Est-ce qu'on doit les démanteler? Quelle est un petit peu votre position sur ce sujet? Alors, nous, d'un point de vue investisseur, hein, ce sont avant tout, on les voit avant tout un peu froidement comme des entreprises qui produisent des bénéfices et qui ont un cours de bourse qui reflète une certaine valorisation. Hein. Donc, on ne rentre pas dans des problèmes philosophiques sur leur rôle dans la société, etc. Alors effectivement, il est fort à parier, et c'est quand même ce qu'on est en train de vivre en ce moment, hein. On le vit en Europe, et il y a aussi également des voix qui s'élèvent aux États-Unis, c'est qu'effectivement,
le pouvoir de ces sociétés commence à faire un petit peu réfléchir et un petit peu peur, et surtout avoir le déséquilibre que cela peut provoquer dans une économie. Mais il faut faire le distinguo entre une société comme Google qui s'approprie des données, qui les commercialise, etc., ou des fabricants d'appareils et de services comme Apple, qui sont encore là très différents, puisque eux, le principe d'Apple, hein, ils ont installé une base de matériel extrêmement élevée, un peu à la manière d'un Canon ou d'un Xerox à la belle époque des imprimantes et des photocopieurs. Et puis, bon, ils mettre en place des services, donc de la télévision, des paiements, etc. Voilà. Donc, mais nous, d'un point de vue d'investisseur et de gestion de portefeuille, on va surtout s'attacher à savoir si ces sociétés sont correctement valorisées ou pas, et si cela fait du sens d'investir ou de rester investi sur ces sociétés, sur ces niveaux-là. Alors, vous en avez aujourd'hui dans votre portefeuille, enfin dans vos portefeuilles plutôt? On a un peu de Apple. D'autres sociétés, par exemple, on n'a pas de Facebook, par exemple. Voilà. Et bon, après, ça va être un petit peu au cas par cas. Amazon, on a été sorti, on en est re-rentré, on est ressorti. Donc voilà, un petit peu au gré des annonces et des évolutions de prix. Et ce qui fait un petit peu peur au niveau boursier, c'est que c'est cet afflux de capitaux très très concentrés sur uniquement ces quelques titres. Donc, c'est vraiment des positions qui font peur parce que lorsqu'on regarde le cours de bourse, ça ressemble un petit peu au cours de bourse des bulles assez classiques, hein, c'est-à-dire une hausse régulière et puis tout d'un coup une accélération qui est quasi exponentielle. Et c'est ça, quand on voit ce genre de courbe, il faut toujours revisiter cas par cas et se réinterroger pour savoir si véritablement on n'est pas en train d'être dans un emballement de marché là-dessus. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des sociétés qui offrent une visibilité sur leurs résultats, sur ces résultats en période d'incertitude. Les gens, en n'importe quel prix, pour avoir un petit peu de visibilité. Voilà. Donc, c'est la manière d'analyser les choses. C'est quand même des titres sur lesquels il faut rester prudent, surtout sur les niveaux de valorisation qui sont atteints, parce qu'ils sont un petit peu, les Américains disent price for perfection, hein, c'est vraiment des prix, des cours de bourse qui intègrent vraiment le scénario optimal et idéal, comme si cette visibilité, elle ne pouvait pas dérailler et elle était là pour toujours. Et vous, Maël, vous en pensez quoi de ces GAFA? Je dirais qu'il y a deux approches. Hein. Vous avez l'approche un peu éthique des GAFA avec la collecte, comme le disait très bien David, avec la collecte de données et l'utilisation qui en est faite. Et puis vous avez l'approche un peu plus révolutionnaire hein, de ces entreprises qui ont un peu changé notre façon de vivre. Alors je dirais que d'un point de vue plus éthique, le fait qu'on soit espionné et qu'elles utilisent les données pour vendre finalement leurs services ou leurs produits, bah ça c'est pas forcément terrible. Je dirais par contre qu'à côté de ça, on a pu quand même bien évoluer. Notre société a changé, notre société a évolué. Et alors on fait un procès un peu difficile en ce moment à Amazon. Alors certes, quand on voit que les petits commerces sont un peu chahutés, sont fermés, les pauvres, et même risquent tous de mettre la clé sous la porte. Ils sont plus que chahutés, les pauvres. C'est vrai qu'on s'en prend tous à Amazon, mais Amazon a su inventer un modèle extraordinaire. C'est un modèle mondial, c'est un modèle que tout le monde a utilisé et que je trouve fabuleux. Ce qui est très fort, c'est qu'il continue à se réinventer en faisant de la production audiovisuelle, en faisant du cloud. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est fabuleux. C'est des sociétés qui sont aujourd'hui très riches. Et il faudra compter sur ces sociétés dans les autres services. Je pense que demain, la voiture connectée, elles seront toutes présentes. Google, on voit que dans tous les secteurs de notre vie aujourd'hui informatisés, ils sont présents. Donc je pense que ce sont des sociétés avec lesquelles il va falloir compter. Il y en aura certainement des nouvelles qui vont apparaître d'ailleurs. C'est ce qui est assez intéressant. Hein. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle société qui révolutionne tout. Et moi, mon côté un peu geek hein, me fait bien aimer ces nouvelles sociétés. Moi, j'ai quand même une réflexion à partager avec vous, une réflexion que
je me fais ou que je vous fais. Bon, sur Apple, je suis un petit peu comme David. Ils ont construit du matériel, ils ont construit leur iTunes, ils vont essayer avec l'Apple Pay et tout. Bon, ils innovent, ils vendent du service, ils vendent des matériels et de toute façon, ils sont très, très loin d'être en monopole, très, très loin d'être en situation de monopole. On va dire que c'est plutôt une société qui a une santé extraordinairement insolente. Mais après, la concentration sur Facebook et Google, la richesse de Facebook et la richesse de Google vient parce qu'ils nous volent nos données. C'est-à-dire qu'ils nous volent nos données, ils agrègent nos données, et avec nos données qu'ils nous prennent, puisqu'on n'a pas trop d'autres choix, ils arrivent à créer des modèles mathématiques, qui sont économiquement rentables, et qui leur permettent donc de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent et d'avoir cette santé. Et là, il y a peut-être un petit problème éthique. Est-ce qu'ils ne devraient pas nous payer? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir chez eux un compte? Ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir au moins une taxe, au moins Bernard, quelques centimes, ou comme ils prennent quelques euros à chaque personne, mais quand on a 3 milliards de clients ou 2 milliards de clients, même à 2 euros le client, ça fait des sous, comme on dit. Oui, David, alors, je vous écoute. J'ai vu que vous avez envie de réagir. combien vaut votre vie privée? Cher, très cher. Personne ne touche à mon téléphone. Elle vaut très cher. En fait, maintenant que vous me posez cette question, je me dis qu'à part Google, il n'y a personne qui touche à mon téléphone. Non, voilà. Et le point qui est intéressant malgré tout, c'est que mine de rien, dans notre vie de geek, pour reprendre le terme de Maël, il y a quand même une petite nouveauté ces derniers temps. Vous voyez bien tous ces sites qui vous demandent si on veut gérer les cookies. Bon, eh bien, au lieu de cliquer oui, il suffirait de prendre un minimum de temps. Alors, je sais, c'est un peu pénible, un minimum de temps pour gérer ces cookies et répondre non de temps en temps à certains de ces petits mouchards qu'on nous met dans les téléphones, ou bien tout simplement nettoyer les cookies de votre ordinateur et de votre téléphone une fois tous les mois, tous les 2 mois. Voilà. Ça réglerait peut-être pas mal de problèmes. Mais en tous les cas, on sent qu'on commence à donner aux individus les moyens de lutter. Très bien. Merci beaucoup pour cette réflexion, David. Et, ça va être au tour maintenant de Déborah Veil, qui va venir nous présenter un moment littéraire, quelque chose d'un petit peu particulier. Et elle nous fait l'honneur de venir à notre émission pour promouvoir sa propre émission qui sera présentée sur les ondes de la radio et qui sera diffusée. Donc, j'ai l'immense plaisir de vous introduire Déborah Veil et son moment littéraire. Déborah présentera une critique littéraire par semaine qui sera diffusée plusieurs fois tout au long de la semaine, puis publiée sur le site et diffusée en podcast. Nous commençons ce soir avec une critique sur un des livres les plus connus de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Déborah, c'est à vous. Bonsoir, je souhaite la bienvenue dans cette première de mon moment littéraire. Je souhaite avant tout remercier la French Radio de m'avoir si gentiment ouvert leur antenne pour vous faire partager certaines de mes émotions littéraires. J'aimerais qu'ici, nous puissions ensemble réfléchir sur des œuvres pour les éclairer et en dégager les émotions qui les caractérisent. J'espère que ce projet vous plaira et qu'il vous apportera un peu de douceur en cette période si compliquée. Ce soir, je me suis arrêtée sur une œuvre qui m'est chère, Les Misérables de Victor Hugo, et plus particulièrement sur le personnage d'Éponine Thénardier, que je trouve particulièrement méconnu et incompris. Le roman des Misérables de Victor Hugo constitue l'un des fondements de la culture française. Les enfants rencontrent à l'école les personnages de Cosette, Gavroche ou encore de Jean Valjean. Ainsi, écrire une critique des Misérables, postérieurement à tout ce qui a déjà pu être dit, peut paraître prétentieux ou inapproprié, particulièrement lorsque l'on a 20 ans. Et j'ai en conséquence choisi une autre voie pour vous parler de cette œuvre qui m'est chère, rendre hommage à son personnage le plus méconnu et marginalisé, Éponine Thénardier. Éponine, c'est la fille du couple Thénardier, couple sans doute le plus haï de notre littérature, et connue pour la violence qu'ils font subir à Cosette. C'est aussi la sœur de Gavroche, le célèbre martyr des barricades. Enfant, Éponine imite ses parents, et en mémoire, nous gardons donc souvent comme souvenir d'Éponine la méchante fille jalouse de Cosette.
Nous devrions pourtant tous relire Les Misérables et changer notre regard sur le destin tragique du personnage. C'est avec compassion que nous observerions sa naissance malheureuse et le sublime avec lequel elle affronte chacune de ses épreuves. Éponine est née pauvre, à Montfermeil, dans une famille de gens violents. Elle s'éprend en grandissant du noble Marius, qui lui est amoureux de Cosette. Dans le chaos d'un Paris révolutionnaire, Éponine est prisonnière de ses parents malhonnêtes qui l'entraînent vers le crime. Elle est dépossédée de l'auberge dans laquelle elle grandit et son statut social passe de la fille d'aubergiste à la fille de la rue. Pourtant, plus Éponine grandit, plus elle sait faire preuve de tendresse pour les siens qu'elle n'hésite pas à aider au détriment de sa propre vie. Ce personnage est à la fois une figure du tragique et du sublime. Poétique, elle chante quand elle a froid et ses désirs sont remplis d'humilité. En créant le personnage d'Éponine, Victor Hugo dénonce une société coupable de son malheur. Sans éducation, la jeune fille n'avait aucune chance d'échapper à ses déterminismes. Et pourtant, dans ses derniers souffles, c'est la bonté qui l'emporte. En son âme, le bien était inné. Et si l'on s'interroge maintenant sur ce que cela signifie d'être misérable, on comprend grâce à Éponine que c'est d'être rendu invisible par la société. Ce sont ceux que l'on ne voit pas et surtout ceux que l'on n'aide pas. Pour Victor Hugo, cette aide est un devoir de l'État qui passe par l'éducation, le droit au travail et l'abolition de la pauvreté. Éponine est sûrement la plus misérable de ce roman, et pourtant elle s'érige en modèle pour nous tous. C'est une figure du bien, de celui que l'on n'enseigne pas, de celui qui apparaît dans l'ombre du mal. Sa persévérance et son sacrifice demeurent aujourd'hui l'une des plus belles leçons de la littérature. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre grand chef-d'œuvre, c'est-à-dire Solal d'Albert Cohen. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup pour ce moment dépaysant. Et la littérature, c'est aussi une partie de notre patrimoine. Un patrimoine un peu comme l'art, un patrimoine individuel et un patrimoine collectif aussi. Et je pense que Les Misérables de Victor Hugo, c'est vraiment un sacré patrimoine collectif. Donc, merci pour cette émotion. Et c'était visiblement plus une émotion qu'une critique, et j'avais jamais vu ni pensé à Éponine de cette manière-là. Donc, je ferai plus attention la prochaine fois que je lirai le livre ou que je regarderai le film. Maël, David, mes deux mousquetaires, mes deux compagnons, il est maintenant temps de nous quitter. Nous nous reverrons le 16 novembre prochain à 17h30 heure de Lisbonne et 18h30 heure de Paris. Merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir animé cette émission. David, nous n'en avons pas fini avec les GAFA. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et Maël est maintenant devenu notre geek officiel qui nous accompagnera toujours pour défendre les GAFA. On vous adore, on vous aime. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Protégez-vous. Portez-vous bien. Salut.